Bonjour à tous, bienvenue en Angleterre, welcome to England. Je vais avoir l'honneur de vous présenter Stonehenge. Stonehenge, c'est un monument mégalithique reconnu au patrimoine mondial de l'humanité. 2500 ans avant Jésus-Christ, telle est son ancienneté. Et c'est un minima, car on ne peut pas dater la pierre, je vous le rappelle. On a effectué cette datation à partir de ce qu'on a retrouvé autour du monument. C'est la même chose pour les grandes pyramides de Gizeh en Égypte. On estime l'ancienneté à 2900 ans, mais c'est peut-être plus ancien, car finalement on ne peut pas dater la pierre. Quand on arrive ici, vous avez vu, il y a des touristes, c'est animé, il fait beau. Et comment on présente Stonehenge aux touristes? Eh bien, on leur dit que Stonehenge était soit un hôtel pour faire des sacrifices humains, rien que ça, soit un observatoire astronomique. Waouh, le grand écart. Soit d'un côté, c'était un hôtel de méchants païens qui faisait des sacrifices humains, soit de l'autre, c'était un lieu intellectuel où on étudiait le mouvement des astres. Donc c'est intéressant. Pourquoi ce grand écart? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à chercher? Nous allons étudier, chercher tous les mystères de Stonehenge. Car oui, c'est très mystérieux, il y a vraiment beaucoup de choses à étudier. Je dois vous rappeler qu'il y a une vraie intelligence derrière Stonehenge. Si vous avez vu ma vidéo La pilule verte, les pyramides ou l'Atlantide, vous savez que le positionnement géographique de Stonehenge lui-même n'est pas le fruit du hasard. Que Stonehenge a été positionné sur la Terre en fonction des grandes pyramides de Gizeh. Ils sont effectivement reliés par leurs coordonnées géographiques. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas finalement même encore plus qu'un observatoire astronomique? Est-ce qu'on n'aurait pas affaire carrément à une métamachine? Oui, une métamachine avec des métatechnologies comme par exemple la faculté de guérir les gens, la faculté d'envoyer des informations, la faculté peut-être même de créer de l'énergie. Je ne sais pas. Mais concernant cette métamachine, il y a d'autres indices, d'autres éléments qu'on ne peut voir que si l'on vient sur place. Et oui, en effet, on parle toujours de ce grand cercle de pierre de Stonehenge, mais personne ne va voir autour. Et en fait, autour, vous avez tout un tas d'autres monuments archéologiques qui sont également assez impressionnants. Et notamment, ce qu'on appelle les tertres coniques, qui sont en fait des tumulus, si vous voulez, ou des pyramides, si vous voulez. Pour moi, ça me fait penser à des pyramides de terre coniques qui sont disposées par groupe de 3, qui sont disposées vraiment d'une certaine façon autour de Stonehenge. Et ça me fait penser d'ailleurs dans leur disposition aux fameuses pyramides de Gizeh, qui sont aussi groupées par 3. Est-ce que ces petits monticules de terre dont on ne parle jamais ne fonctionneraient pas de concert avec le monument de pierre de Stonehenge, qui est le monument central? Je ne sais pas. En tous les cas, observatoire astronomique, c'est clair. Ce monument révère le soleil, marque les solstices. On est encore dans cette culture du soleil, cette culture hyperboréenne. Et on va également étudier l'hyperboréanité de Stonehenge, car effectivement, les textes grecs semblent nous donner des descriptions de l'Angleterre et des temples comme celui de Stonehenge, quand ils se réfèrent aux temples hyperboréens et aux pays hyperboréens sur lesquels il y a des temples dédiés à Apollon, le dieu du soleil. Donc nous allons étudier tout ça dans cette vidéo. Alors, d'après vous, Stonehenge, temple de méchants païens qui font des sacrifices humains, ou alors observatoire astronomique, voire carrément métamachine, bref, haut lieu hyperboréen? Mais écoutez, c'est ce qu'on va voir. Let's go and see. Derrière moi, Stonehenge, c'est au moins 5000 ans d'ancienneté minimum. Ce sont des monolithes, des pierres de plusieurs dizaines de tonnes. Ces pierres proviennent du pays de Galles à 400 km au nord-ouest. Car le pays de Galles, c'est là où on trouve les fameuses pierres bleues. La pierre bleue, c'est le type de roche avec lequel
Stonehenge a été construit. Ce qui est frappant quand on arrive aux alentours de Stonehenge, c'est ces pierres colossales. C'est vraiment gigantesque, c'est vraiment impressionnant. Certaines pierres dépassent les 8 mètres de haut. C'est vraiment un édifice qui impose le respect d'une façon naturelle. Ensuite, on remarque, parce que après, quand on vient sur les lieux, on voit des choses qu'on ne voit pas ou qu'on ne pense pas, même si on regarde beaucoup de photos. C'est ce fameux fossé qui entoure Stonehenge, un fossé donc circulaire, qui fait, c'est intéressant, 366 yards mégalithiques de périmètre. Ça, c'est Alan Butler, il me semble, un chercheur anglais qui avait trouvé cette information. Quant au périmètre donc, du fossé qui contenait de l'eau. Ensuite, donc, ça faisait un petit peu comme une île, j'ai envie de dire. Bref, ce temple était entouré d'eau. Voilà. Ensuite, ce qui nous marque, c'est l'entrée principale, qui aujourd'hui n'existe plus qu'à l'état de vestige, et qui est marquée par une énorme pierre qui est dans l'axe du lever du soleil au solstice d'été. Voilà, c'est cette pierre qui marque l'entrée dans le couloir du solstice d'été. Il y avait une deuxième pierre ici à droite, et donc entre les deux pierres, c'était l'entrée. Voilà. Là, on est dans l'axe des rayons du soleil, le 21 juin. C'est par ici que l'on entrait pour cette cérémonie sacrée. C'est-à-dire que cette entrée se trouve au nord-est. C'est vraiment une enceinte qui est faite pour observer les astres. Bon, elle révère le soleil, elle marque les solstices, mais pas seulement. Ça devait marquer énormément de choses. Il y a des gens qui ont fait des études poussées. Là, ça va être trop long à expliquer, mais ça permettait vraiment de marquer les positions de la Lune, de certains astres, certaines planètes, certaines étoiles. Et ça permettait de prédire même des éclipses. Donc c'était vraiment quelque chose qui permettait de prédire des phénomènes astronomiques. C'était vraiment très très poussé. On voit que cet édifice de pierre est circulaire et comme vous le savez, on peut raisonner de façon géocentrée, c'est-à-dire par rapport à la Terre. Et dans ces cas-là, on s'aperçoit qu'effectivement tout tourne autour de la Terre. Tout tourne autour de nous finalement quand on regarde depuis notre planète. Et donc ce principe de temple circulaire, ça permet effectivement de marquer, si vous voulez, d'observer, de conclure des choses par rapport au mouvement des astres. Donc ça c'est assez évident je crois. Ensuite, ce genre de temple qui laisse pénétrer la lumière du soleil lors d'un solstice, on en retrouve partout sur la planète. Si vous vous rappelez, je vous avais montré qu'en Égypte, le superbe temple de Médine Abou répondait à ce principe également. La lumière du soleil pénétrait un lever du soleil particulier un jour de l'année. Mais vous retrouvez la même logique également en Irlande, à Newgrange, où là, Newgrange, c'est le solstice d'hiver qui est marqué, où le soleil vient éclairer un sublime triskel celte. Et donc ensuite, concernant l'hyperboréanité de ce lieu, c'est très simple, il suffit de lire les textes grecs rapportés par Diodore de Sicile, ceux également rapportés par Hécatée, qui nous dit que, en fait, quand il parle des hyperboréens, il y a beaucoup de textes grecs consacrés aux hyperboréens, il dit que leur pays se situe au nord des Celtes, sur une île plus grande que la Sicile, sur laquelle il y a un ou plusieurs temples dédiés à Apollon, donc Apollon, le dieu du soleil, le soleil, et que ce temple est sphérique, que les hyperboréens jouent de la cithare, voilà, qu'ils révèrent Apollon. Et donc quand on voit cette description de cette île au nord du pays des Celtes, ça peut soit être l'Irlande, ça peut également être la Grande-Bretagne, l'Angleterre, mais ça peut aussi également être les anciennes îles de la mer du Nord désormais englouties, Doggerbank et Heligoland. Bref, avec les Grecs, ils situent vraiment les hyperboréens proches de nous, et puis comme étant
vraiment des as de l'astronomie, de la médecine, qui rêvaient Apollon, le soleil. Et Apollon, l'hyperboréen, est le dieu qui a amené les premières lois en Grèce. C'est celui en fait qui a amené toutes les connaissances pour fonder la civilisation grecque. Donc on sent dans les allégories que malgré tous les effacements chrétiens, hein, tous les textes qu'on n'a pas retrouvés, on sent quand même qu'il y a une filiation en fait entre la Grèce hellénique et cette hyperborée qui semblait se trouver au nord de l'Europe et dont l'une des capitales, je dirais, était vraisemblablement ce qui est derrière moi, c'est-à-dire Stonehenge, quoi. Donc Stonehenge aurait la paternité, et en tout cas la civilisation hyperboréenne qui a dû y voir le jour, aurait donc été la parente, si vous voulez, de la Grèce hellénique. Ça semble très probable. Plus j'étudie, plus on étudie les textes grecs, plus on vient voir sur place cette culture du soleil, des levées de soleil, des couchers, des solstices, et tout ce qu'on peut en déduire derrière, hein, comme application. Cette importance de la géométrie nous montre qu'il y a une vraie intelligence et qu'il y avait probablement une science, une technique aujourd'hui oubliée. Si l'on compare ces trois temples sacrés, Médine Abou en Égypte, Newgrange en Irlande et ici Stonehenge, donc ils révèrent tous le soleil à un moment donné, où les rayons du soleil pénètrent entre des pierres, entre des murs pour illuminer quelque chose, à un moment donné. Mais ce n'est pas la même date. Alors, ici c'est solstice d'été, c'est-à-dire qu'on est orienté nord-est. Donc vous savez que le nord c'est sacré chez les hyperboréens, l'est chez les Celtes et chez toutes les cultures hyperboréennes, l'est c'est synonyme de vie. Donc orienté nord-est, ça paraît très logique, ça paraît être, on va dire, la base et un signe très hyperboréen. À Newgrange en Irlande par contre c'est aligné sur le solstice d'hiver. Ce qui veut dire que du coup cet axe du solstice d'hiver fait que le monument montre en fait le sud-est. Ça va être un axe sud-est. Alors pourquoi? Peut-être justement pour nous indiquer l'Égypte. Parce que vous savez que, vous avez regardé La Pilule Verte, hein, dans notre documentaire, que Newgrange se trouve exactement à 36,6 degrés d'arc mégalithique, c'est-à-dire en fait un dixième, 10% pile poil de leur circonférence terrestre. Donc c'est peut-être justement pour nous indiquer cela, que là ils ont marqué le solstice d'hiver pour dire aux gens qui sont à Newgrange, regardez vers le sud-est, c'est là où se trouve l'Égypte ancienne, et pour cause donc cette distance significative qui le relie à la grande pyramide de Gizeh. Et donc un peu plus au sud de Gizeh, vous avez Médine Abou, qui lui donc est orienté 22 octobre. Hein. J'avais démontré, ma thèse en tous les cas avait montré que c'était vraisemblablement pour marquer le tiers de l'année, bref. Puis sans doute pour marquer le début de la saison sombre, parce qu'effectivement chez les hyperboréens, la saison sombre démarre fin octobre, début novembre, ça dépend de la latitude historiquement, hein, par rapport à l'origine, beaucoup plus ancienne, donc polaire, hein, donc le temps encore plus ancien que celui de Stonehenge, hein, puisque Stonehenge n'est pas en zone polaire. Mais vous savez que les hyperboréens historiquement viennent du grand nord où le soleil ne se levait pas en hiver, où il y a des nuits qui durent plusieurs nuits, plusieurs jours, si vous voulez, plusieurs semaines. Et d'où cette divinisation du soleil et le fait que à cette époque, c'est pour ça qu'il y avait la fête de la Samhain, hein, je vous le rappelle, Samhain qui est devenue Halloween, fin octobre, début novembre, parce qu'à ce moment-là, c'était le début de la saison sombre, c'est-à-dire que le soleil ne se levait plus, gros feignant. Et les hyperboréens restaient dans le noir très longtemps. Heureusement qu'il y avait les aurores boréales pour les éclairer un petit peu. Et ensuite, donc, refroidissement aidant, ils ont dû migrer vers le sud pour s'installer vraisemblablement en Scandinavie, puis sans doute donc dans cette île de Grande-Bretagne, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et quand les Grecs, comme bien sûr Platon ou Diodore en parlent, ils en parlent au passé, hein, donc c'est-à-dire que
le temps des Hyperboréens est révolu. Ils en parlent comme une origine, comme le lieu de résidence d'Apollon, mais ils en parlent au passé. Le temps hyperboréen est révolu à cette époque où Diodore nous raconte leurs exploits. Stonehenge, c'est un observatoire astronomique qui permet notamment de prédire les éclipses. Il permet tout un tas d'autres applications astronomiques de très haut niveau. C'était vraisemblablement également un centre intellectuel. Tout le prouve, tout le montre. Il a également été construit selon la géométrie sacrée. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur le plan intellectuel et astronomique, mais je n'aurai pas le temps de tout développer. Les preuves sont innombrables. Par contre, pour les sacrifices humains, il n'y a aucune preuve, hein, c'est que de la spéculation. Donc, pourquoi avoir construit Stonehenge avec des pierres aussi monumentales? Si on voulait faire un observatoire astronomique, ce n'était pas forcément nécessaire. Je pense que la première raison, c'était la pérennité. Ils ont voulu que cet observatoire dure. Ils ont voulu transmettre à travers les générations. Il fallait que l'on n'oublie pas cette connaissance, cette science, comme si elle était fondamentale, comme s'il était fondamental de ne pas oublier d'observer le mouvement des astres. Comme si nos ancêtres, ces anciens bâtisseurs, dont la marque c'est toujours construire avec des pierres énormes pour que cela dure, veulent nous dire attention, attention, prenez garde à ce que le ciel ne vous tombe pas sur la tête. Et oui, comme disaient les Gaulois, vous vous rappelez Astérix, ils n'ont peur que d'une chose, que le ciel leur tombe sur la tête. Eh bien, je crois que si nos ancêtres ont porté autant d'attention aux astres et ont tenu à ce que cette connaissance nous soit transmise par l'intermédiaire de ces pierres gigantesques qui durent dans le temps. Je vous rappelle, un papier, c'est pas pierre. Eh bien, parce que le papier, lui, il disparaît. Hein. Eh bien, c'est parce qu'effectivement, il y a probablement un danger. Il y a des choses à surveiller. Il y a eu déjà des cataclysmes. Et si Stonehenge a été retrouvé un petit peu sans dessus-dessous, s'il y a encore quelques pierres par terre, eh bien, c'est certainement pas des fanatiques chrétiens enragés qui auraient pu les mettre par terre. C'est tellement robuste. On sait que ce sont des habitués. Hein. Dès qu'ils voient un temple non chrétien, il est païen. Non, non, si certaines de ces pierres sont tombées, c'est bel et bien à cause d'un tremblement de terre, d'un cataclysme, donc un moment où le ciel nous tombe sur la tête. Donc voilà, Stonehenge, observatoire astronomique, centre intellectuel de haut niveau et volonté d'amour, de transmission, d'attention de nos ancêtres envers nous en nous disant c'est ça la science primordiale, la science des astres, la science du ciel, de manière à ce qu'il ne nous tombe pas sur la tête, ou en tous les cas, de manière peut-être à pouvoir prévoir certains événements et peut-être pouvoir en réchapper. Allez savoir, on a du pain sur la planche, on a des études à faire. Voilà, en tous les cas, merci à tous ceux qui me soutiennent, qui m'ont permis de faire ce petit reportage. Ce n'est que la première partie, je vous invite à voir la deuxième partie qui sera plus sur les métatechnologies, sur les mystères de Stonehenge. Et merci à tous les tipeurs, merci à la communauté Pagan, merci à tous ceux qui ont adhéré à l'association. Je vous encourage à adhérer à cette association. C'est vous, les tipeurs, l'association qui me permettait de faire ces reportages de plus en plus intéressants. Voilà, n'oubliez pas de diffuser la vidéo si elle vous plaît. Si ça vous intéresse, mettez dans les commentaires si vous voulez venir avec moi l'année prochaine visiter ces lieux. Voilà, merci à tous, c'était Oleg, salut. Je viens de pousser là. Il y a une vraie intelligence et qu'il y avait probablement une science, une technique aujourd'hui oubliée, une science dite ésotérique. Maintenant, quelles sont les autres méta-applications? On va regarder ça en regardant également ce qui se trouve autour, c'est-à-dire ce que les gens ne pensent pas aller voir, qu'on peut voir que sur place, des choses très très intéressantes.